D'accord, d'accord. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cet entretien spécial Dialogue national inclusif et souverain. Pour cet entretien, je reçois un invité spécial. Il est le premier vice-président et porte-parole de l'Union des forces pour la démocratie et le développement UFDD, Monsieur Mohamed Assilek Halata. Après 31 ans d'exil à l'étranger, grâce aux accords de Doha, il a regagné le pays à la veille du dialogue national inclusif et souverain. Il prend part activement aux assises et nous allons nous entretenir avec lui ce soir. Bonjour, Monsieur Assilek. Bonjour, Monsieur Mardoké. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ici dans le cadre du dialogue, sinon vous êtes rentré pour le dialogue national inclusif après plusieurs années. Comment vous vous sentez, surtout que vous êtes pour la première fois sur notre plateau? Bien, jusqu'à là. Bien, il faut dire que je suis rentré grâce aux accords de Doha et aussi, il faut le dire, grâce à la sincérité d'un homme, le chef de l'État actuel, le président de la transition, Mamadou Idriss Déby Itno. Et nous participons activement à ce dialogue-là. Donc pour l'instant, tout va bien. Monsieur Hassilek, nous sommes donc à la 5e semaine depuis hier du dialogue. Comment appréciez-vous donc le déroulement des travaux jusque-là? Écoutez, comme on dit, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Le dialogue a commencé avec ses tâtonnements, ses mécontentements, mais vaille que vaille, le dialogue continue. Il faut dire que l'essence même d'un dialogue, c'est celui-là, où on n'a jamais les 100% de l'engouement total, et on a des gens qui, chacun voulant faire jaillir ses idées, s'entrechoquent. Et donc nous continuons le débat, et ce qui est intéressant et important, c'est surtout les conclusions à la fin. Maintenant, nous sommes dans les phases des travaux, comme vous avez vu aujourd'hui, surtout la journée entre hier et aujourd'hui, sur les dénonciations des détournements des deniers publics, les problèmes du retour du corps de l'ex-président Abré, et encore, on a vu aujourd'hui avec le mécontentement des chefs traditionnels. Donc c'est ça un dialogue. Et ce qu'il faut retenir, c'est toujours la finalité. À la fin, quelles sont les résolutions qui seront adoptées? Et je pense que ce pour le Présidium, que soit pour le CMT qui organise ces dialogues-là et qui est important et qui jette les bases d'un futur Tchad, c'est les résolutions qui seront attendues et qui seront observées, scrutées par tout le monde. Alors, à l'extérieur comme à l'intérieur de cette salle, il y a des gens qui pensent toujours que tout est joué d'avance. Avez-vous les mêmes sentiments, M. Assilek? Vous savez, il y a un franc-parler aujourd'hui dans la salle où personne n'osait imaginer à un certain moment. Les langues se délient. On parle de détournement des deniers publics. On va essayer d'aborder au jour qui arrive d'autres sujets qui seront beaucoup plus complexes. Je ne pense pas que les choses soient ficelées. Vous savez, on est dans un pays où il y a tellement de guerres de lobby. Nous qui avons vécu 31 ans en exil, nous n'avons pas cette réalité-là. Ici, le peu de temps où nous sommes là, nous observons, et nous voyons que quand l'homme n'est pas responsabilisé, il est toujours mécontent. Et il dénigre ce que font les autres. Donc moi je m'inscris en faux quand on dit que tout est verrouillé d'avance. Je prends un peu le comité de sages. Vous voyez, c'est un comité qui a été formé dans la salle, qui visait le présidium. Et quand le présidium leur a échappé, ils se sont organisés pour être des bons pacificateurs avec les autres camarades, les autres frères qui sont dans les autres organisations et qui ne sont pas avec nous dans la salle. Chemin faisant, certains d'entre eux disent « Oh non, bon, écoutez, tout est pipé d'avance. » Mais moi, je trouve quand même quelque part, il faut être sincère avec soi-même. C'est pas quand aujourd'hui, moi, on me porte, je dirige la chose, donc tout est bon, et quand c'est les autres qui la font, c'est mauvais. Moi, je pense que de tout ce qui peut se faire, ce qui est important, et je le dis, je le répète, ce sont les résolutions qui en ressortiront.
Est-ce que ça sera des résolutions qui seront adoptées, et ça je fais confiance au président du PCMT, qui a une volonté réelle, je le dis, de pouvoir adopter les résolutions qui sortiront de ce dialogue. Si cela n'est pas fait, à ce moment-là, on pourra dire que, voilà, on est venu, on a vu, et on est déçu. Ouais. Mais pour l'instant, c'est trop tôt d'en parler. Ouais. Oui. Vous avez même cité le comité des sages. Nous avons vu le groupe des religieux et des aînés qui a travaillé et qui a même proposé la suspension des travaux pour que les autres puissent revenir dans la salle. Mais la proposition n'est pas prise en compte. Jusque-là, on se demande pourquoi. Non, écoutez, c'est très complexe. C'est très complexe. Et d'abord, ceux qui sont dans la salle, qui ont décidé de discuter, c'est aussi des Tchadiens. Ouais. Vous comprenez? On ne peut pas dire, bon, vous, stop, restez en stand-by, on va privilégier d'autres parce qu'ils ont d'autres arguments. Moi, je pense que s'il y avait une réelle volonté, on pourrait faire accepter les gens et on pourrait ensemble changer les choses. On pourrait être ensemble une force de proposition de l'intérieur de la chose. Et ensemble, on pourra faire bouger les lignes. Je dis souvent, on peut parler, on peut vociférer, mais c'est la finalité qui compte. Ouais. Les résolutions qui en sortiront, est-ce que c'est des résolutions fortes? Est-ce que ces résolutions seront appliquées? D'ores et déjà, les gens jettent la charrue avant le bœuf. Dites non, monsieur, non, si vous ne faites pas ça, donc je ne suis pas d'accord avec vous, donc c'est ficelé d'avance. Moi, je m'inscris en faux quand même dans ce genre de réflexion. C'est ça. Monsieur Assilek, aujourd'hui, par exemple, après l'adoption du rapport, il y a eu des réactions, comme quoi il y a certains points qui n'ont pas été pris en compte. Et après, ils sont revenus là-dessus. Oui, moi je prends même mon cas particulier où je mets un accent particulier sur les détournements de fonds publics, la corruption, l'argent évaporé dans les paradis fiscaux. Nous, dans l'accord de Doha, on l'a parmi les points thématiques, audit sur tout ce qui s'est passé. Et donc, on demande à ce qu'il y ait une commission, un comité qui accompagnera la transition à venir et qui pourra, avec les présomptions d'innocence, savoir qui a fait quoi, qui a détourné. C'est très simple. On peut revoir les salaires des gens et regarder ce qu'ils ont combien. Il y a plusieurs méthodes. Mais on dit qui dit pardonner, c'est oublier. On peut pardonner ce qui est pardonnable. Vous voyez, moi, qui ai fait l'étranger et qui ai beaucoup voyagé, et comme moi, Dieu seul sait, il y a beaucoup de Tchadiens. Quand ils vont à l'extérieur, ils voient les pays des autres, ils sont stupéfaits. Je viens chez moi, c'est un spectacle incroyable. Ni eau, ni électricité. Vous avez des gens qui n'ont même pas les 3 nourritures par jour, alors que c'est un droit. Vous comprenez? Et à côté, vous avez des gens qui ne sont ni commerçants, ni hommes d'affaires. Ils vivent sur le dos de l'État, qui ont des jets privés. Comment vous pouvez pardonner des choses comme ça? Ayons peur de Dieu. Comment on peut pardonner des choses comme ça? C'est impossible. Pardonner, d'accord, il y a des choses qui sont pardonnables, mais il y a des choses qui sont du domaine où il faut rétablir la vérité et regarder l'avenir autrement. La frustration de beaucoup de Tchadiens vient de cette forme d'injustice-là. Et cette forme d'injustice, elle est calquée par quoi? Elle est calquée parce que vous et moi, on a les mêmes droits et on ne vit pas de la même façon. Vous comprenez? Et ça, vous ne pouvez pardonner à personne. Même Dieu ne pardonne pas ça. Vous n'avez pas demandé à un humain de dire non, continue à vivre dans la précarité et moi je vais t'écraser parce que j'ai les moyens de pouvoir t'écraser. Ça, c'est impossible. Et je pense que, et je le dis encore avec certitude, le président de la transition est sincère dans sa volonté de vouloir changer les choses. Ceux de l'ancien régime qui sont autour de lui, ils constituent une mafia, et ça il faut le dire, des groupes de lobby. Ceux-là, il faut les indexer, il faut carrément leur dire que ça ne peut plus continuer comme ça. C'est impossible. Sinon, on constituera d'autres Tchadiens qui seront frustrés, qui iront en rébellion, et ça sera le cycle infernal chaque jour d'instabilité, et notre pays restera toujours comme il est. D'accord. Monsieur Halata, actualité oblige, puisqu'on en parle. Alors, le ministre des Affaires étrangères a démissionné hier de ses fonctions
des conflits de compétences avec les membres du cabinet du PCMT ou du gouvernement à la base de cette décision? A-t-il pris la bonne décision de quitter le bateau en ce moment-ci, selon vous? Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je comprends sa position. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on pense qu'on est dans une situation très difficile et très sensible de notre pays. Et que, quel que soit notre ego, quelle que soit notre personne, on doit mettre de l'eau dans notre vin pour pouvoir accompagner la masse à ce qu'il n'y ait pas d'effritement. Mais la façon dont on s'est comporté avec lui est inacceptable. Il est ministre d'un département. Pourquoi il y a tellement d'interférences du cabinet, du ministre de la Communication, qui n'est pas le ministre des Affaires étrangères? Tout ce monde-là intervient dans ses domaines de compétences. Les officines parallèles par rapport à son département. N'importe qui est responsabilisé, qui veut bien faire son travail, voudrait la maîtrise de son département. Si quelque chose vous échappe, demain, les affaires étrangères, on vous indexera vous, alors que vous n'avez pas pris la décision, alors que vous n'avez pas fait la chose. Ceux qui ont fait cela ne rendent pas service au président de la transition. Parce que eux, ils roulent pour leur propre ambition. Ils roulent pour leur propre ego. Ils sont dans des guerres de lobby. Comme le ministre des Affaires étrangères, on l'a découragé, il a jeté l'éponge. D'autres aussi, si on continue de la même façon qu'eux, feront la même chose. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Or, on a besoin beaucoup plus de gens groupés autour du président de la transition pour atteindre les objectifs escomptés. Alors, ce départ confirme-t-il le climat mauvais qui sévit à la tête de l'État? Je ne suis pas à la tête de l'État, donc je ne peux pas le confirmer. Je ne suis pas dans les sérails de l'État, donc je ne peux pas le dire. Mais à la vue des différentes explications du ministre des Affaires étrangères lui-même, des réactions, le climat exécrable qu'il y a dans les réseaux sociaux où chacun s'en jette, en veux-tu, en voilà, n'aide pas un homme qui a ses objectifs et qui veut que ce pays-là aille vers une vraie transition. Tous, ils sont là, c'est acquis, toi, moi, et chacun roule pour sa bosse. Après, on dit non, je suis solidaire avec, ou c'est une solidarité, c'est pas celui-là. Ou soit c'est une équipe qui va tous dans le même sens, ou c'est une équipe qui essaie de tirer le tapis sous le pied même du président de la transition. Et ça ira vers un échec certainement total. Ah oui. Monsieur Halata, l'ex-opposant Tom Erdimi est de retour au Bercail. Et en votre qualité de signataire de l'accord de Doha, sa libération et son retour vous soulage-t-il? Vous soulage-t-il aussi? Absolument. D'abord, je connais bien M. Tom Erdimi, qui est un ami de la famille. Et je pense que le président de la transition, en prenant cette décision de tout faire pour sa libération, contribue énormément pour l'apaisement du climat interne. Et je pense que, au-delà de ma petite personne, c'est un ensemble de Tchadiens qui sont soulagés. Et j'espère que ne serait-ce que ce geste-là est à inscrire à l'actif du président de la transition et de l'équipe qui a managé les négociations avec les Égyptiens pour arriver à cet accord. Je pense que c'est le Tchad qui gagne. Quelles seront les conséquences politiques de ce retour? Il n'y a pas de conséquences politiques. Pourquoi les gens veulent tout de suite avoir une interprétation négative? Des choses. Vous savez, il faut pas aller vite en besogne. Tom Erdimi est un homme politique qui a choisi de rentrer dans son pays et de contribuer pour une transition apaisée et pour la paix. Donc, tous ceux qui peuvent maintenant escamoter, interpréter, ils sont dans des fantasmes imaginatifs, ne peuvent que taper à côté parce que rien de cela est vrai. Vous voyez, Tom Erdimi est rentré, qu'est-ce qu'on en pense? Tel est rentré, qu'est-ce qu'on en pense? Quel est le climat? Pourquoi les gens veulent toujours du négatif pour le Tchad? Moi, je pense que il faut simplement être positif, dire simplement qu'il y a un grand monsieur qui est rentré. Bravo quand même à l'équipe de la transition, au PCMT, et prions pour un Tchad uni, pour un Tchad qui va de l'avant, qui demain, moi c'est ça mon rêve, qu'il n'y ait plus de détournement, qu'il y ait une répartition des richesses de l'État, qui
qui s'autosuffira et qui se développera. Ça, c'est mon rêve, Ah oui. mais pas absolument penser négativement ou avoir des idées noires. Monsieur Assilek, vous êtes donc le porte-parole de l'UFDD et depuis que vous êtes rentré, vos interventions, nous suivons et vous êtes franc dans tout ce que vous dites. Et en tant que signataire de l'accord de Doha, est-ce que les choses se passent comme vous voulez jusque-là? Non. Mais cela ne me fait pas perdre espoir parce que je me dis que c'est en se battant dans l'arène qu'on peut faire bouger les lignes. Tantôt, c'est ce que je vous dis. Quand on ne s'exprime pas, quand on se tait, on a tort. Quand on est absent, on a tort. Quand on est là, au moins les gens vous écoutent. Moi, je m'exprime avec les valeurs qui sont les miennes, avec ce que j'appelle mon franc-parler. Et j'estime que en disant vrai, même ceux qui ne veulent pas écouter, quand ils m'écouteront une fois, deux fois, trois fois, diront « Ah mais attendez, prenons ça en compte ». Donc, je continue à me battre avec mes petites armes et j'espère que les choses arriveront. Maintenant, concernant l'accord de Doha et ceux qui sont rentrés, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites à Doha, vous savez, au-delà même de l'accord, qui ne sont pas respectées. On est arrivé, tout le monde a été réparti dans des hébergements, mais il y a une vraie prébande qui s'est faite tout autour. Et ça aussi, je le dis en toute objectivité. Les gens sont devenus des affairistes, des commis d'État. Ils se disent des commis d'État, ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte de commercer sur le dos de leurs propres compatriotes qui rentrent pour la paix. Et ceux qui me suivront, comprendront. On ne peut pas commercer sur le dos des compatriotes quand on vient pour vouloir dire on construit le Tchad ensemble. Ça, c'est mon message. D'accord. Il reste théoriquement 10 jours pour que le train du dialogue entre en gare. Pensez-vous que c'est suffisant les jours qui restent? Écoutez, si c'est suffisant, tant mieux. Si ce n'est pas suffisant, on prolongera. Comme ce qu'on a fait à Doha. À Doha, on est parti pour 2 semaines. On a fait 5 mois. Rien n'est urgent. Ici, on est venu pour finir au 30 septembre. Si ce n'est pas suffisant, on fera un glissement d'1 semaine. Ça ne tuera personne. C'est le Tchad. Et le Tchad qui doit être porté en premier. Et on aura fini, on aura fait des conclusions. Et à ce moment-là, les grandes décisions seront prises. Ah oui. Monsieur Assilek, êtes-vous donc confiant quant à une bonne fin de ce dialogue? Moi, je suis confiant. Vous savez, je suis comme saint Thomas. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux rien dire. Tant que je n'ai pas entendu, je ne peux rien dire. Donc j'attends de voir, j'attends d'entendre les résolutions, les conclusions. À ce moment-là, je prendrai mes décisions personnelles. Mais tant que je n'ai pas vu, je ne suis pas un messie et je ne peux rien dire. Le Tchad est constitué en majorité des jeunes, vous le savez. Beaucoup de jeunes vous suivent en ce moment. En tant que porte-parole de l'UFDD, quelle est votre politique pour la jeunesse tchadienne? D'abord l'embauche. Vous savez, l'embauche. Mais pas l'embauche n'importe comment. L'embauche par la qualité. L'embauche pour ceux qui ont fait l'école, qui ont trimé. Vous savez, beaucoup de gens pullulent dans la fonction publique, dans les arcanes de l'État et qui n'ont pas les compétences requises. Il faut dire les choses comme elles sont. Ces gens-là, s'ils veulent continuer à être à la fonction publique, ils n'ont qu'à retourner sur les bancs d'école, qui s'effacent pour laisser la place à des gens compétents qui puissent donner une certaine rigueur, une certaine exemplarité, une certaine, comment dire, substance aux organes de l'État. Et moi, je pense que le président de la transition, la fois dernière, avait demandé à ce qu'on recrute 5000 jeunes. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça et permettre de recruter des gens dans des domaines de compétences. Aujourd'hui, il y a des gens comme il y a l'ONEX, il y a des gens comme Ali Abdraman Agar, pour lesquels j'ai eu grande estime. Il y a d'autres, je pense par leurs compétences, d'autres professeurs peut-être que je ne connais pas, qui m'en excusent, mais ils peuvent constituer un bloc capable de faire appel à cette jeunesse de qualité et qui puisse, eux, porter le nom du Tchad plus haut. Sans cela, sans sa jeunesse, vous savez, un pays, son avenir, c'est sa jeunesse. Or, nous, au Tchad, on compte sur des vieux qui ne veulent pas aller à la retraite. Dès que vous leur parlez de retraite, c'est que vous les appelez à la magie. C'est à vie, ils veulent rester à vie. Et ce n'est pas possible qu'ils partent à la retraite, qu'ils touchent leur retraite, mais qu'ils laissent la place à des jeunes
compétents, de jeunes de tous les milieux, pas des jeunes seulement issus d'une communauté par rapport à une autre. Je dis bien, le Tchad est pluriethnique. C'est un pays arc-en-ciel. Qu'on fasse appel à la jeunesse de tous les bords. Et c'est cette jeunesse-là qui construira le Tchad de demain et qui sera dans les ambitions, la pédagogie du développement et qui poussera le Tchad vers le haut. Ce n'est pas avec des gens qui n'ont rien à donner, où leur vie est déjà derrière, que le Tchad va se construire. D'accord. Alors, pour finir, dans ce nouveau Tchad, quelle est pour vous la place de la presse privée? Écoutez, c'est grâce au travail que vous faites aujourd'hui que les idées aujourd'hui sont variées. La presse aujourd'hui, qu'elle soit celle qui est dans les réseaux sociaux, je parle des réseaux sociaux sélectifs et adéquats, pas des fake news, de pseudo qui eux pullulent la place publique et qui sont là au service des potentats et qui règlent les comptes entre eux. Non, je parle à la presse responsable, la presse qui touche du doigt, parce qu'il y a une presse aussi qu'on achète. Non, la vraie presse qui touche du doigt les problèmes du pays. La presse qui, elle, demande absolument à ce qui est régulateur de la justice. La presse régulatrice, pardon, de la justice. La presse qui interpelle. Cette presse-là, sa place est du choix dans les organes de l'État, à commencer de la présidence de la République jusqu'au ministère de l'Information, jusqu'à la presse privée. Merci, Monsieur Hassilek Khalata Mohamed. Avant de vous libérer, je vais peut-être revenir sur cette dernière question. Lors de vos premières interventions, qui nous a marqué d'ailleurs, nous avons remarqué que dans votre intervention, vous avez parlé, et dans ce style de franc-parler, vous avez cité que vous n'avez pas perdu les réflexes des rebelles. Est-ce que c'est une manière de parler ou bien c'est... Vous savez, dans chaque personne, il y a un réflexe de rebelle. Ah oui. Quand un homme est acculé, dos au mur, il finit par se révolter. Et quand il se révolte, c'est un rebelle. Donc... Naturel alors. Absolument. Quand on dit la vérité, on ne vous écoute pas. Vous dites 2 fois la vérité, on fait semblant de ne pas l'entendre. On vous pousse à bout, vous arrivez à bout. Ça, c'est dans l'esprit et dans le naturel de chaque homme. L'esprit de rebelle, je l'ai dit, c'est vrai, c'est une phrase qui est sortie comme ça, mais dans chaque homme, il y a un esprit de rebelle. Quand on vous pousse à bout, vous devenez rebelle. Animal. Ah oui. Et donc, vous devenez rebelle. D'accord. Quel est votre message de fin? J'espère pour le Tchad, franchement, que cette transition puisse apaiser les cœurs. Que ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans le dialogue reviennent à des bons sentiments et trouvent un juste milieu pour que les choses puissent se connecter, que ce soit avec Transformateur, Wakitama, la société civile qui n'est pas dans la salle, les politico-militaires non signataires de l'accord de Doha. C'est ensemble qu'on peut faire décoller ce pays-là. Mais tant qu'on est là dans les stigmates, ça ne peut pas aller. Ah oui. Ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir doivent se dire que les temps ont changé. On ne peut plus confisquer le pouvoir par la force. Les méthodes doivent changer. Ah oui. Et c'est en faisant comme ça, en faisant amende honorable, que notre pays pourra se construire dans la paix et aller de l'avant. J'ai dit aux jeunes de ne pas désespérer, parce que sans eux, il n'y a pas de Tchad. Et ça, c'est un message que tout le monde doit l'entendre. Le Tchad, c'est sa jeunesse, c'est avec sa jeunesse qu'elle est portée. C'est sa jeunesse qui fait le sport, c'est sa jeunesse qui fait le théâtre, c'est sa jeunesse qui fait la culture, c'est sa jeunesse qui fait la politique. Ouais. Et c'est avec cette jeunesse-là que le Tchad peut gagner. Monsieur Hassilek Khalata Mohamed, nous vous remercions. Merci à vous et merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cet entretien avec monsieur Hassilek Khalata Mohamed, premier vice-président de l'UFTT et porte-parole. Merci de rester toujours penché sur Electron pour la suite de nos programmes. Salut.